Bonjour, sixième cours de culture scientifique, première partie. Une histoire de la théorie de l'évolution, le voyage de Charles Darwin. La vie et le célèbre voyage de Charles Darwin autour du monde. Donc, quelle fut l'influence des grands-pères sur leurs petits-fils? Oui, Charles Darwin a deux grands-pères assez célèbres, hein. D'un côté, Josiah Wedgwood, qui est un industriel, créateur d'une des principales fabriques de porcelaine de Grande-Bretagne, fournisseur de la famille royale, donc très riche, hein, des grands domaines, des usines. Un homme éveillé, hein, on voit un camé anti-esclavagiste produit par Wedgwood, hein, sur lequel il y avait marqué "Ne suis-je pas un homme et un frère?" Donc c'était quelqu'un qui était anti-esclavagiste, anti-esclavage. De l'autre côté, Erasmus Darwin, donc cette filiation Darwin, hein, le grand-père, médecin, hein, son père sera médecin aussi à Charles Darwin, scientifique, inventeur et poète, auteur d'un ouvrage qui déjà réfléchit à cette filiation, hein, des espèces vivantes. Alors bien sûr, on est médecin de père en fils chez les Darwin, hein, Robert Darwin son père, Charles et sa sœur Catherine, 6 frères et sœurs, hein. Susanna Darwin, à la mort de sa mère, Charles avait 8 ans. Donc on voit beaucoup, hein, on a vu Marie Curie, je crois qu'il y a aussi un autre personnage scientifique, Sadi Carnot, pour la thermodynamique, dont sa maman meurt très jeune, lorsqu'il est très jeune. Donc on voit des gens qui ont des vies quand même très dures, hein. Une scolarité médiocre, donc il est né en Angleterre, hein, dans le Shropshire, en 1809. Donc il va rentrer en pension à 9 ans, il va rester 7 ans en pension jusqu'à 16 ans. C'est très dur pour lui, hein, c'est des moments très difficiles. Et la joie, la libération un peu, il la trouve dans l'observation de la nature et la collection des insectes et des plantes et la pêche et la chasse. Donc c'est quelqu'un qui fait des herbiers, donc on voit déjà son penchant naturaliste. À Édimbourg, Darwin étudie la médecine, sans grand enthousiasme, hein, dira-t-il. Donc il a 16 ans et son père a décidé qu'il ferait des études de médecine avec son frère aîné. Il étudie l'histoire naturelle à Édimbourg, hein. Il confiera dans son autobiographie: "Un jour que nous nous promenions ensemble, Grant, un ami, laissa éclater sa grande admiration pour Lamarck et ses vues sur l'évolution. Je l'écoutais dans un silence étonné, autant que j'en puisse juger, sans que cela eût d'effet sur mon esprit. J'avais déjà lu la Zoonomia de mon grand-père, laquelle soutient des vues semblables." Donc on voit bien, hein, cette idée qu'il y a un mouvement, une évolution des espèces vivantes, mais je n'étais guère plus convaincu. Il est probable néanmoins que d'avoir entendu assez tôt exposer et louer de tels points de vue peut avoir favorisé la défense que j'en ai prise sous une forme différente dans mon Origine des espèces 1859, le grand livre de Darwin. À cette époque, j'admirais beaucoup la zoonomia, mais en la lisant une seconde fois, après un intervalle de 10 ou 15 ans, je fus très déçu tant la part de la spéculation y est démesurée par rapport aux faits présentés. Hein, c'est quelqu'un, Charles Darwin, au cours de son voyage, qui va accumuler un grand nombre d'observations et d'expérimentations, hein, et qui va pouvoir en tirer une théorie. Donc il reproche à son grand-père, ça manque, hein, de preuves. À Cambridge, donc théologie, des cours de théologie agrémentés de sciences naturelles, hein, Christ College, donc Darwin, il va y être envoyé à 18 ans pour étudier la théologie. Là encore, je perdis complètement mon temps, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, il va avoir des leçons du géologue, hein, Adam Sedgwick, et les leçons du botaniste, hein, John Henslow, et qui deviendront des amis de Darwin. Donc il suit des cours de théologie naturelle. Cette discipline était représentée en Angleterre par les ouvrages de William Paley. Donc c'était un prêtre anglican, donc un précurseur de l'intelligent design, à dire Dieu ne peut qu'avoir créé ce qui est autour de nous. Donc Paley disait: "Supposons qu'en marchant dans la lande, je tombe sur une pierre et qu'on me demande comment la pierre est arrivée là. Je pourrais répondre qu'à ma connaissance, elle était là de tout temps. Mais supposons que je trouve une montre sur le sol et qu'on me demande comment la montre est arrivée à cet endroit. Je ne penserai pas un seul instant à ma précédente réponse, sur laquelle la montre était là de tout temps. Elle ne peut qu'avoir été conçue et construite par un artisan. Oui, et bien donc, la Terre, les planètes aussi, une démonstration de l'existence de Dieu." Voilà comment on faisait à cette époque-là. Les lois naturelles sont-elles l'œuvre de Dieu? Donc le naturaliste et voyageur allemand Alexandre von Humboldt, son compagnon d'expédition en Amérique, le français Aimé Bonpland dans l'Amérique du Sud, hein, eh ben, ils vont voyager et ils vont, donc von Humboldt va publier un livre, narration personnelle, et ça va captiver Charles Darwin. Charles Darwin dira: "Une envie brûlante d'ajouter ne serait-ce qu'une modeste contribution au noble édifice de la science de la nature. Aucun autre livre n'eut autant d'influence sur moi." Alors la vie de Alexandre von Humboldt, hein, est relatée dans Les Arpenteurs du monde. C'est à côté, il y a un chapitre sur von Humboldt, un chapitre sur Carl Friedrich Gauss. Donc ce livre de Daniel Kellman, magnifique. Voilà le voyage durant 5 années de Charles Darwin, hein, sur le Beagle, du 27 décembre 31 au 2 octobre 36, hein, 5 ans.
Donc Charles Darwin part, il a 22 ans, hein, enfin en 31, il est né en 9. Donc c'est un jeune homme. C'est un jeune homme de la bourgeoisie qui n'a pas du tout l'habitude de vivre dans un milieu populaire, avec des marins par exemple. Donc pendant 5 ans, il va côtoyer hein, ce qu'il ne connaît peu, hein, la vie du peuple, des gens, des marins. Donc le capitaine de ce vaisseau, c'est Robert Fitzroy. Hein, vous voyez qu'il est né en 5, donc il n'a que 4 années de plus que Charles Darwin, pas beaucoup plus vieux, il a 27 ans, hein, il est capitaine du vaisseau, et il est mort assez jeune, 60. Il a toujours été opposé à la théorie darwinienne, et il va se suicider en 65, cet homme. Donc on voit la cabine de Darwin, hein, le Beagle transportait 76 personnes, et on voit son voyage hein, qui part d'Europe, d'Angleterre, qui vient en Amérique du Sud, qui fait le tour le Cap Horn et qui repartira dans le Pacifique et qui reviendra au sud de l'Afrique pour revenir en Amérique du Sud et revenir en Europe. Il emporte le premier volume lors de son voyage des principes de géologie de Charles Lyell, cette science empruntée aux changements modernes que la Terre et ses habitants ont subi des changements. La thèse uniformitariste soutenant que les changements subis par la surface terrestre ont été provoqués par des forces ayant exercé une action constante et graduelles au fil du temps et qui sont toujours en activité. Ça s'oppose au catastrophisme, c'est-à-dire la catastrophe provoquée par Dieu régulièrement. Non, là on pense qu'il y a un mouvement uniforme, un changement uniforme. Donc il part en 31 de Londres, hein, en Angleterre, et il va donc au archipel du Cap-Vert, à Bahia au Brésil, Rio de Janeiro, Montevideo, les îles Falkland. Peut-être c'est au retour, les îles Falkland, non, je me trompe, oui, à l'aller. Il fait le tour du Cap Horn, là il se promène, on voit, il va se promener sur ses côtes. Enfin, ils vont s'arrêter pour des raisons d'observation aussi scientifiques, mais aussi pour un voyage autre, hein, sur les conquêtes des Anglais. Hein. Il fait le tour aussi, c'est pas que un voyage scientifique. Valparaiso, donc l'archipel des Galapagos, très célèbre, hein, Tahiti. Et il repasse par l'île Maurice, le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, l'île Sainte-Hélène, et puis encore Bahia, et reviennent en Europe par les Açores, les Canaries, les Açores. Donc très très beau voyage. Hein. Lorsqu'ils sont au Brésil, ils voient la traite des esclaves, et ça l'a vraiment terriblement choqué. Quoi. Il a fait beaucoup d'observations d'oiseaux, de plantes, etc., de gibier, mais il a vu hein, ce terrible spectacle de l'esclavage. Il reçoit le second volume, toujours de Lyell, qui va beaucoup l'influencer. Le Beagle accoste en Uruguay, hein, donc à Montevideo, point de départ de plusieurs excursions, donc dans la toute proche Argentine. Darwin découvre une mâchoire d'un gigantesque mammifère hein, qui n'existe plus, donc ça l'étonne quand même. 3 espèces différentes de palmiers argentins, il y a des différences entre les espèces, c'est très étonnant. Et il reçoit le 3e tome de Lyell. Donc Cap Horn, hein, donc la terre de feu, là, ils vont récupérer 3 Fuegiens, hein, qui ont été pris ici, qui ont été emmenés en Angleterre, qui ont vécu quelques années, 3 années, donc d'acculturation, on va dire, hein, ils vont s'adapter à la mode de vie anglais, mais quand on va les ramener, hein, ils ont vécu 1 an en Angleterre, et on va les ramener là-bas, et ils vont, en très peu de temps, ils vont se réadapter à leur vie sauvage, entre guillemets. Donc voilà. Alors, ils ne parlaient presque plus leur langue, leur adaptation fut un demi-échec, donc c'est compliqué. Hein. Ils regardent comment un être humain peut s'acculturer, revenir dans sa culture d'origine avec des difficultés. Ça l'a beaucoup intéressé, cette adaptation. Quoi. Donc voilà, il a vu, hein, au Cap Horn, l'étonnement que je sentis en voyant pour la première fois un groupe de Fuégiens sur une côte sauvage et accidentée, je ne l'oublierai jamais, car aussitôt me vint brusquement à l'esprit cette réflexion, tels étaient nos ancêtres. Ces hommes étaient absolument nus et barbouillés de peinture, leurs longs cheveux étaient emmêlés, leur bouche écumée d'excitation et leur expression était sauvage, effrayée, méfiante. Ils ne possédaient presque aucun art et, tels des animaux sauvages, ils vivaient de ce qu'ils pouvaient attraper. Ils n'avaient pas de gouvernement et ils étaient sans pitié à l'égard de quiconque n'appartenait pas à leur petite tribu. Celui qui a vu un sauvage sur sa terre natale n'éprouvera guère de honte s'il est forcé de reconnaître que le sang de quelque créature plus humble coule dans ses veines. Cette filiation de l'homme qu'il ne sortira qu'en 1871 dans son 2e grand livre. Donc là, un séisme frappe la ville chilienne, ils sont au Chili, hein, Valparaiso, et à Conception, alors que Darwin se trouve dans la région, il voit un tremblement de terre se produire. Donc l'excursion dans les Andes en août 1934, Darwin y a étudié les couches géologiques riches en coquillages. Dans son journal de recherche, hein, il écrira « Mon but en venant ici est d'observer les épaisses couches de coquillages situées à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer et que l'on brûle aujourd'hui pour les convertir en chaux. Il est évident que toute cette ligne de côte a été soulevée. On trouve un grand nombre de coquillages paraissant fort
anciens à une hauteur de quelques centaines de pieds. J'en ai même trouvé quelques-uns à une altitude de 1300 pieds. Ces coquillages sont épars çà et là à la surface ou sont enfouis dans une couche de terre végétale noire rougeâtre. En examinant cette terre végétale au microscope, je suis tout surpris de voir qu'elle est de formation marine et pleine d'une multitude de particules d'organismes. Donc on voit que le sol a bougé, quoi. On trouve des coquillages en altitude. C'est quand même très étrange. Et enfin, la tortue géante des Galapagos, donc qui fait halte aux Galapagos, les iguanes, un torrent de lave encore dans l'archipel des Galapagos, et surtout donc les 14 espèces de pinsons, dont 13 vivent dans l'archipel des Galapagos, et la diversité de ces groupes d'animaux frappe à Darwin. Les becs ne sont pas les mêmes selon la nature, selon la nourriture qui est proposée sur ces îles. Il repasse par l'île Maurice pour rentrer. Dans son autobiographie, en 1876, publiée, au cours du voyage du Beagle, j'avais été profondément impressionné en découvrant dans la formation des pampas de grands animaux fossiles couverts d'une armure ressemblant à celle des tatous actuels. Deuxièmement, par la manière dont des animaux très proches se remplacent les uns les autres à mesure que l'on avance vers le sud du continent, évolution. Et troisièmement, par le caractère sud-américain de la plupart des productions de l'archipel des Galapagos. Tiens, il y a une séparation pourtant entre le continent et les îles, et plus spécialement par la manière dont elles diffèrent légèrement sur chaque île du groupe, aucune de ces îles ne paraissant très anciennes, point de vue géologique. Il est évident que de tels faits, ainsi que beaucoup d'autres, ne pouvaient être expliqués qu'en supposant que les espèces se modifient graduellement, et le sujet me hantait. Donc l'île de Bora Bora et le récif de corail et un Tahiti qui l'entoure. Donc Darwin soutenait qu'un atoll se forme par croissance vers le haut du récif de corail qui entoure un îlot volcanique pendant que celui-ci s'enfonce lentement. Toujours cette évolution des choses. Donc voilà, il va faire son voyage de retour et revenir en Angleterre. L'avant-dernière page du journal tenu par Darwin pendant son voyage sur le Beagle. En conclusion, il me semble que rien n'est plus profitable à un jeune naturaliste qu'un voyage lointain. L'excitation de la nouveauté des objets et les possibilités de succès stimulent son zèle. Après son retour, ce que je ne savais pas, c'est qu'il va énormément publier avant 1859, il a 50 ans. Avant 1859, il va rédiger ses carnets. Donc ça va être les prémices d'une théorie, donc on le voit entouré par ses amis, Hooker et Huxley. Donc les résultats du voyage, Darwin a éprouvé la validité de la géologie uniformitariste sur des objets tels que la formation des îles volcaniques, la construction des récifs de corail, la surrection. Donc l'aïeul lui avait laissé cette idée d'évolution. Action de surgir, de se soulever, du continent américain, l'alternance compensatoire des mouvements d'élévation et d'affaissement du sol. Conclusion, le gain conceptuel qu'il en retire est une attention méthodologique constante à la puissance du temps et à l'action répétée et cumulative des petites causes. Darwin a constaté partout l'influence déterminante sur la vie organique des conditions de vie et du climat. Il a noté avec soin les phénomènes de répartition géographique des êtres vivants et reconnu la fonction des barrières d'isolement terrestre ou aquatique, les îles Galapagos. Il a souligné la ressemblance constante à l'intérieur d'une même région géographique entre les espèces animales vivantes et éteintes. Il y a une évolution, ils se ressemblent, mais ils changent. Il a remarqué les effets transformateurs de la domestication sur les animaux dans les fermes. Il a observé les effets de l'acclimatation sur les végétaux importés. Il a remarqué l'influence modificatrice et parfois destructrice de l'action humaine sur la nature et ses équilibres primitifs. Darwin s'est interrogé principalement en Amérique du Sud sur les causes des extinctions d'espèces et a pressenti l'importance des ressources alimentaires et la nécessité de facteurs de régulation démographique. Il a perçu la réalité des mécanismes d'interaction entre espèces et milieux, entre espèces en contact. Il a émis des hypothèses sur les migrations et les modes de transport des individus et des semences. Il a constaté aux Galapagos, sans avoir immédiatement la preuve, l'efficacité d'un processus de spéciation insulaire, clairement adaptatif. Il a noté l'extrême diversité des croyances, des coutumes et des rites, éprouvé la pauvreté de la condition de l'homme sauvage, mais expérimenté aussi sa parfaite aptitude à la civilisation, les Phrygiens, condamné avec violence l'esclavage, pratiqué par des nations qui en masquent l'ignominie sous la revendication d'un droit qu'aurait naturellement le supérieur sur l'inférieur. Charles Darwin et l'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux. On voit ce dans ce petit film, dans la fabuleuse histoire de la science. Charles Darwin très ému de voir une guenon qui se fâche lorsqu'on lui refuse une pomme qu'on lui montre, qui a beaucoup d'affection pour son bébé. On voit un couple aussi qui s'embrasse, comme des humains. Donc c'est cette expression des émotions qui est si proche entre les hommes et les animaux. Ça va beaucoup le bouleverser. Alors là, c'est une petite lettre que j'ai trouvée dans un manuscrit sur Darwin qui m'a beaucoup fait rire, se marie en 39, donc il était en 9, il a 30 ans, après mûre réflexion, avec Emma Wedgwood, qui aura une grande importance dans sa vie. Donc il va écrire les avantages de se marier et les inconvénients de se marier. Donc il dit se marier enfant, s'il plaît à Dieu. Bien sûr, Dieu continue à décider de tout dans son idée.
Compagnons permanents, les enfants, amis une fois l'âge venu, qui s'intéressent à vous, objets à aimer, et avec qui se divertir, mieux qu'un chien de toute façon. Pas oui, un enfant, c'est mieux qu'un chien quand même. Maison et quelqu'un pour la tenir, ben, il faut une femme lorsqu'on a des enfants. Charme de la musique et bavardage féminin, chose bonne pour la santé. Forcé de faire des visites et de recevoir des parents, mais terrible perte de temps, les enfants. Mon Dieu, se marier, il est intolérable de penser à passer sa vie entière comme une abeille ouvrière à travailler, rien d'autre. Non, ça ne colle pas. Imagine de passer toute la journée solitaire dans Maison de Londres, sale et enfumée, se représenter seulement une jolie femme douce sur un sofa avec un bon feu, des livres, peut-être de la musique, comparer cette vision avec la terne réalité que Great Marlborough où il vit. Donc se marier, se marier. Ne pas se marier, pas d'enfant, pas de seconde vie, personne pour s'occuper de vous l'âge venu. À quoi sert de travailler sans la sympathie d'amis proches et chers pour le vieillard? Qui sont les amis proches et chers des vieux, sinon leur famille? Liberté d'aller où l'on veut, choisir une société et la fréquenter peu. Conversation avec hommes intelligents dans les clubs. Pas forcé de rendre visite aux parents et de se plier à toutes les broutilles, subir la dépense et l'anxiété pour les enfants, peut-être des scènes. Perte de temps, ne pas pouvoir lire le soir gras et oisif, anxiété et responsabilité, moins d'argent pour les livres. Si beaucoup d'enfants forcés de gagner son pain, mais alors très mauvais pour la santé de travailler trop. Peut-être ma femme n'aimera pas Londres, alors la sentence est le bannissement et la dégradation, avec une sotte indolente et oisive. Impressionnant quand même. Eh bien, il se mariera, il aura beaucoup d'enfants. Il aura beaucoup d'enfants, dont une décédée à l'âge de 10 ans, qui va vraiment plonger Darwin dans une grave crise vis-à-vis de la religion. Il va se tourner vers l'agnosticisme et préfère plus ne se prononcer sur l'existence de Dieu. Et en 42, il est né en 9, il a une trentaine d'années, ils emménagent avec Emma à Down House, dans le Kent, à 2 heures de Londres, et il passe le reste de sa vie ici, pas très en forme, souvent malade à cause de ce voyage. Donc l'élaboration de la théorie la sélection sélective. Première entrée, les organismes domestiques ou sauvages présentent des variations. Donc variations naturelles ou domestiques, sélection artificielle, horticulture, élevage. Deuxième point, capacité naturelle de varier, la variabilité. Il y a donc une variabilité naturelle des organismes. L'homme peut sélectionner certaines de ces variations pour son propre avantage en triant les individus, en orientant la reproduction. Capacité naturelle d'être sélectionné. Capacité naturelle de varier, variabilité, sélectionnabilité. Il y a donc une sélectionnabilité naturelle des organismes. Question, une sélection de variations opère-t-elle dans la nature? Hypothèse, sélection des variations avantageuses. Question, quel est alors l'agent de la sélection naturelle ainsi inféré de sa propre possibilité? On évalue le taux de reproduction des diverses espèces et l'on constate leur capacité infinie de peuplement. Taux de reproduction, équilibre naturel, capacité naturelle de surpeuplement. On en déduit la loi mathématique de surpeuplement rapide de tout espace par des représentants de n'importe quelle espèce se reproduisant sans obstacle. On n'observe cependant jamais cette saturation absolue, mais plutôt des équilibres de coexistence sur un même territoire entre de multiples espèces. On déduit de l'opposition entre les points 6 et 7, déduction 3 et fait 4, la nécessité d'un mécanisme régulateur. Donc, mécanisme régulateur, lutte pour l'existence, struggle for life, survie des plus aptes. Donc, mécanisme régulateur nécessairement éliminatoire, c'est la lutte pour l'existence assurant la survie des plus aptes. Qu'est-ce qui décide de la meilleure adaptation? On peut observer dans divers contextes naturels la lutte pour l'existence et la régulation malthusienne en action, voir l'exemple. Donc, fait, lutte éliminatoire observée, exemple de des chèvres d'une île de l'archipel chilien, Juan Fernandez, c'est ce qu'il voulait dire tout à l'heure. Les chèvres occupaient l'île où elles servaient de réserve de viande aux corsaires anglais. Les Espagnols y introduisirent un couple de lévriers pour nuire aux Anglais. Les lévriers se multiplièrent, les chèvres virent leurs effectifs diminuer et se réfugièrent dans les rochers. Un nouvel équilibre s'établit, les chèvres les plus habiles et les lévriers les plus vigoureux purent survivre. Donc pour répondre simultanément aux deux questions, retour à la variabilité au modèle analogique de la sélection artificielle, hypothèse de la sélection naturelle, triant des variations bénéfices propres des organismes. Voilà, je vous remercie. Au revoir.